Bonjour tout le monde, bienvenue dans la saison 2 du Coup de Bigot, le podcast qui réconcilie les managers avec le management. Merci pour votre fidélité pendant la première saison. On lance la deuxième saison qui sera davantage orientée sur du collectif. Notre objectif, ça reste de vous fournir le maximum de cas concrets que vous puissiez réutiliser avec des outils Activum qui correspondent à vos propres problématiques managériales au quotidien. Vous avez été nombreux à nous dire que ça correspondait exactement à vos attentes sur la saison 1. On espère que dans cette nouvelle saison, on aura à nouveau des cas qui vont vous servir beaucoup et qui seront très utiles au quotidien. Donc, je suis Yannick Bigot, fondateur de N48 Conseil, sociologue de formation, et j'espère que cette saison va vous plaire. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Coup de Bigot. On a la chance d'être accueillis aujourd'hui par le Coq Hotel à Paris, rue Édouard Manet. Et j'ai le grand plaisir de recevoir Stéphane Hugon du cabinet Eranos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Ça va bien ? Plutôt pas mal. Super, très bien. Est-ce que tu veux nous dire deux mots de Eranos, ce que vous faites dans le monde ? Parce que moi, je vous aurais présenté comme étant un cabinet de stratégie avec des sociologues qui accompagnent des entreprises dans des grandes transformations. C'est exactement ça. C'est vrai ? Oui, c'est bien. le monde est bien fait. Okay. Donc, Eranos, c'est effectivement un cabinet que j'ai cofondé il y a 20 ans l'année prochaine avec Michael Dandrieux. Et effectivement, globalement, nous, notre job, c'est d'essayer de replacer les entreprises dans la nouvelle donne socio-environnementale. Donc, en fait, on essaie de resynchroniser les entreprises et les organisations dans un écosystème élargi et qui, comme chacun sait, s'est beaucoup transformé. Voilà. Okay. Super. Je t'ai demandé de venir aujourd'hui, Stéphane. On a déjà coopéré ensemble sur des missions pour des grandes banques, etc. À l'époque où je travaillais dans un plus gros cabinet que celui d'aujourd'hui. Et j'ai vu il y a quelque temps que vous aviez sorti une étude autour du leadership et du coup de la compréhension des différentes générations autour de ces notions de leadership. Et il y a 2-3 éléments qui m'ont surpris. Du coup, j'étais très curieux, donc je te remercie infiniment d'avoir accepté de venir dans le podcast aujourd'hui pour éclairer un peu les dirigeants, les managers sur qu'est-ce qui a bougé finalement dans ces logiques de génération et de rapport au leadership. Est-ce que du coup, on peut déjà partir de... je comprends que vous avez mis en avant le fait qu'il y avait finalement plusieurs notions de leadership qui pouvaient coexister et qu'il y avait plusieurs niveaux d'attente et qu'en fait, on ne pouvait pas traduire une génération attend tel niveau ou telle nature de leadership en fait. Alors oui, effectivement, c'est l'un des éléments qui ressort de cette étude. Pour donner un peu le contexte, c'était à la demande de HLU, Heart Leadership University, qui nous avait commandé ce travail, qui était... il y avait une première partie qui était une dimension un petit peu historique, c'est-à-dire ce mot étrange qui n'a pas cet équivalent en français, de leadership, apparaît au milieu du 19e, et aujourd'hui, on l'utilise pleinement, beaucoup. Oui, c'est vrai. Comment est-ce qu'on pourrait le traduire finalement ? Alors, il y a plein de choses. Heureusement, les Québécois sont là. Ah, magnifique, merci le Québec. Pour nous amener des traductions qui sont toujours extraordinaires. Donc voilà, la dirigeance, la guidance, etc. Okay. Il y a une définition qui est à peu près générique, qui consiste à dire que le leadership, c'est la qualité par laquelle on arrive à induire chez un collectif des actions et des comportements. Voilà. Donc, il y a de l'influence, il y a de la conviction, il y a de l'organisation, il y a de la vision, il y a énormément de choses. Et effectivement, depuis un siècle et demi, il y a une lente métamorphose avec des modes. Ce qui est intéressant, c'est que comme le leadership est fondamentalement ancré dans la nature de l'expérience relationnelle, de l'expérience humaine, c'est donc un phénomène qui est totalement lié à la culture et qui va donc avoir des variations en fonction du contexte social dans lequel il va se délivrer. En fonction du groupe, on va avoir un type de leadership qui va être différent. Exactement. Okay. En fonction des personnes, en fonction de l'époque, en fonction de ce que les gens attendent, en fonction du récit que les gens recherchent, en fonction de l'imaginaire social. En réalité, il y a énormément de choses qui font que globalement, les choses vont se transformer assez lentement en réalité pendant toutes ces périodes-là, avec un point aujourd'hui qui est, comme tu le disais, le fait qu'il y a une coexistence de formes d'expression du leadership, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières d'être un leader, d'incarner un leadership, il y a plusieurs manières de formuler cette qualité
personnalité en fonction de plein de choses, des personnes à qui on s'adresse, de l'histoire de l'entreprise dans laquelle on agit, de sa personnalité individuelle bien évidemment. Et voilà. Donc en fait, effectivement, il y a plusieurs formes, plusieurs manières de l'exprimer. Et ce qu'on a vu dans l'enquête, il y avait une partie historique donc et une partie plus contemporaine, sur lequel on est allé interroger 1 millier de jeunes, alors des jeunes de moins de 30, je crois que c'est 35 ans, Okay. De jeunes Français qui étaient à la fois, certains étaient des étudiants, d'autres étaient des jeunes actifs. Et on a fait une deuxième cohorte sur des anglophones avec un volume un tout peu plus petit pour avoir une variable un peu intergénérationnelle. Et c'est là qu'on a vu exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en réalité, l'adhésion des jeunes aux différentes formes de leadership, elle est très variable. Donc en fait, s'il y a une première conclusion à cette étude, c'est qu'en réalité, quand on parle des jeunes, ça ne veut pas dire grand-chose parce que les jeunes, ils réagissent, ils adhèrent, ils s'engagent de manière extrêmement variée sur les formes de leadership, les récits managériaux, les formes d'entreprise. Et c'est très intéressant parce que ça, on peut le voir aussi... moi, je suis sociologue, donc j'ai toujours tendance à replacer un phénomène dans quelque chose de plus vaste qui est l'esprit de l'époque. Okay. Cette variété de la jeunesse, elle est un phénomène très contemporain qui est très différent de ce qu'on a vécu pendant tout l'après-guerre, entre les années 50 et même jusqu'au début du digital, début des années 90, où pendant toute cette période-là, il y a quand même un objet qui est à la fois économique et démographique qui s'appelle la classe moyenne et qui va avoir pour conséquence de produire une espèce d'homogénéité culturelle. Il y a beaucoup plus d'homogénéité dans la culture populaire française dans l'après-guerre qu'il y en a aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une hétérogénéité des manières de travailler, des manières de vivre, donc différentes manières d'adhérer, de s'engager, de vouloir travailler et de répondre à une logique de leadership. Quand je travaille avec des gens, là, des managers, souvent je dis que les grandes choses qui m'ont marqué, moi, puisque j'ai une formation de sociologue comme toi, même si moi je dirais pas que j'exerce ce métier au quotidien, mais qu'en fait je leur dis qu'il y a 3 trucs qui ont changé majoritairement dans les structures familiales et dans le rapport au monde globalement et qui viennent impacter l'entreprise. C'est le rapport à l'autorité qui est devenu pluriel dans des familles avec l'avènement du divorce globalement, la logique d'engagement qui dit que finalement l'engagement est une logique d'engagement qui est devenue court-termiste, qui peut se renégocier et que quand je grandis dans une famille qui s'est déconstruite et reconstruite, pour le coup, pourquoi est-ce que j'aurais un engagement long terme dans une sphère dans une sphère professionnelle, et les modalités de communication qui étaient quand même très de 1 à 1 par le passé. Et je prends souvent l'exemple du vieux téléphone en bakélite qui dit en fait on avait une communication qui était synchrone de 1 à 1 et qui devient une communication qui est multiple et qui est plurielle. Donc en fait, je comprends que ce que tu dis, c'est que en fait, on avait un ou plusieurs modèles qui étaient très marqués par le passé, et que là, aujourd'hui, on est finalement dans une espèce de coexistence de plein de modèles différents ou d'une pluralité, entre guillemets, de modèles. Et que c'est pas forcément étonnant. Oui, exactement. Une société qui devient complexe, une société qui devient une myriade de modes de vie, de territoires, de manières de faire, d'esthétique de vie, etc. Une société qui va dans un système qui est un peu plus complexe que ce qu'on avait connu auparavant, qui a le gros avantage de donner de la place et qui a une capacité d'hospitalité pour les singularités des personnes. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est ce qui a été, ce qu'on a vu quand même dans les entreprises à partir des années, on va dire, le début des années 90, où il y a eu l'expression de formes de singularité. Aujourd'hui, moi, les travaux qu'on fait chez Eranos portent beaucoup sur la question de la diversité et de l'inclusion, par exemple, qui sont des questions récurrentes, et qui consistent à dire que très justement, l'entreprise doit savoir accueillir la singularité de chacun et doit permettre à des personnes de pouvoir travailler en ayant le sentiment d'être respecté dans son identité. Voilà. Ce qui n'était pas le cas quand on revient dans les années 70 ou 80, où en fait, il y avait un modèle, tout le monde rentrait dans un modèle qui était identique pour tout le monde, finalement. Exactement. J'étais ouvrier, globalement, je mettais le même bleu que tout le monde, il y avait quelque chose, y compris dans ce que je renvoyais dans les codes qui étaient les miens, qui étaient très uniques et qui est devenu très diversifié. Ce qui est quand même pas évident, du coup, pour des dirigeants d'entreprise, y compris, notamment, moi, je travaille beaucoup avec des gens dans des PME, qui se retrouvent finalement presque à devoir faire de l'éducation au monde professionnel
pour des gens qui arrivent d'un monde privé. Parce qu'en fait, un des éléments qui m'a beaucoup marqué et sur lequel on échange beaucoup avec les dirigeants d'entreprise, c'est que si on revient dans les années 70, ce qui se passait à la maison, ce qui se passait à l'école et ce qui se passait à l'entreprise était extrêmement cohérent. Des modèles d'autorité, des modèles de fonctionnement collectif qui étaient finalement assez cohérents. Et qu'aujourd'hui, le modèle d'autorité très plurielle de la vie familiale, d'engagement court terme, etc., n'a pas encore complètement rejailli, ou en tout cas, c'est l'impression, ton avis m'intéresse, c'est l'impression que ça me donne, que ça n'a pas encore rejailli sur des modèles d'entreprise qui seraient très pluriels. Et que finalement, quand on arrive dans le monde de l'entreprise, on a l'impression que c'est parfois un monde qui est un peu déconnecté du reste de la société avec certains modèles de régulation des conflits, d'apposition de l'autorité. Enfin, je discute avec beaucoup de dirigeants qui continuent à dire qu'il y a un entretien annuel avec un collaborateur et que c'est le manager avec son collaborateur qui continue à se faire un entretien une fois dans l'année. Ce qui semble être une résurgence, en fait, d'une espèce de modèle ancien. Donc, comment est-ce que toi, tu lis le fait que, est-ce que c'est pas l'entreprise qui finalement a du mal un peu à s'adapter aux autres évolutions sociétales et qui a pas encore pris complètement le pli? Alors oui, parce que alors c'est pas pour la défendre, mais disons que ce qui se joue aujourd'hui dans l'entreprise est assez nouveau. Et ce qui était vécu dans la société tout entière, qui était vécu comme une forme d'émancipation, de reconnaissance de soi, peut-être assez encombrant pour un manager ou un dirigeant quand ça se passe dans son entreprise. Et ça fait écho à quelque chose de plus vaste et qui est le fait que globalement le récit de l'accomplissement de soi, disons-le comme ça, c'est-à-dire ce qui nous explique ce que sera le futur, le discours sur le salut, le discours sur l'optimisme, le récit du progrès, le mythe du progrès. Enfin, tout ce qui était des discours qui nous apaisent, qui nous donnent une direction et qui nous synchronisent les uns avec les autres, tout ça était tenu par des institutions qui n'étaient pas l'entreprise, très justement, qui étaient portées soit dans le champ familial, hein, les familles avaient leurs traditions, leurs éthiques, soit par l'espace du religieux, qui était aussi structurant, et ça l'a été pendant très longtemps dans notre société occidentale, soit encore par le champ du politique, c'est-à-dire par l'instance politique, les personnalités politiques qui avaient une autorité naturelle et qui induisaient des comportements et qui rassuraient par ce qu'ils racontaient de ce que devait être le monde. Et donc en fait, on avait le religieux qui a laissé la place au politique, qui a laissé la place à un moment donné à l'émancipation par le consommatoire, disons-le comme ça. D'accord. À côté de ça, il y avait aussi la question du syndicalisme et du militantisme qui a reposé, qui a offert aux personnes les expériences par lesquelles ils s'accomplissaient en tant que personne, en tant qu'homme accompli. Voilà, ça c'était très important. Et quand tous ces récits se sont un peu épuisés, en réalité, ils se sont déplacés. Et d'un seul coup, globalement, c'est à l'entreprise de produire un discours de l'émancipation, de l'avenir, de la réassurance, voire de la sanctuarisation, comme on l'a beaucoup vu au moment de la crise sanitaire. On a travaillé à ce moment-là beaucoup dans le milieu des banques et des assurances, et on a pas mal travaillé sur le récit du retour. Et on avait énormément de collaborateurs qui avaient comme demande et comme aspiration auprès de l'entreprise justement une aspiration à la protection, à la sanctuarisation. C'est-à-dire, offrez-moi un espace qui soit sécurisé, à la fois d'abord sur un plan, on va dire, biologique, mais surtout sur un plan psychologique et sur plein d'autres aspects. Donc, en gros, on est quand même en train de se dire, depuis le début de cette conversation, que il y avait plusieurs corps intermédiaires entre finalement la famille et l'entreprise, oui, exactement, et que aujourd'hui une partie de ces corps intermédiaires ont bougé et en fait, l'entreprise se retrouve à devoir assumer un certain nombre de sujets, un certain nombre de mandats, un certain nombre de rôles qu'elle n'assumait pas auparavant. Exactement. Et il faut le voir même de manière très pragmatique. Quand la loi Pacte est arrivée, on s'est rendu compte à quel point il avait été possible jusque-là de ne pas devoir formuler pour une entreprise sa raison d'être. Ok. Pourquoi ? Parce qu'elle était induite, qu'on ne lui demandait pas autre chose que d'être, c'est ce qu'on a reproché à Friedman d'ailleurs, à être efficace et à produire une efficacité financière. Point. C'est le cadre. Aujourd'hui, l'entreprise est devenue un acteur culturel. Et je dirais presque accéléré par le fait du déficit des autres acteurs civilisationnels et culturels, en tout cas sur leur rôle attendu. Donc il y a un déplacement de cette aspiration qui aujourd'hui cristallise sur l'entreprise. C'est très encombrant pour l'entreprise de devoir dire quel sera ton destin. Je vais te rassurer, toi jeune collaborateur, ou même toi un senior de 55 ans, je veux te montrer que ça va être rassurant de poursuivre, de travailler, etc. Enfin, l'idée d'avoir une parole qui apaise, qui guide, qui donne des horizons d'attente, c'est une énorme responsabilité en réalité. Voilà.
ça tire quand même le fil dans le raisonnement de se dire, l'entreprise a jamais été aussi importante dans la structuration de l'individu, de ses relations avec les autres, etc. Très bien. Et du coup, ça met une pression considérable. Alors moi, je travaille beaucoup avec des patrons de PME qui sont des patrons de structures intermédiaires. Ils sont pas forcément toujours équipés, ils ont pas forcément toujours réfléchi sur ces sujets-là. Du coup, ça veut dire que ça leur met une pression complémentaire, entre guillemets. Du coup, quel modèle de leader, finalement, ils doivent adopter? Alors, pour les entreprises régionales que je connais, avec qui j'ai pu travailler, moi, j'ai souvent vu que, alors c'est pas toujours le cas, mais dans un certain nombre de cas, le dirigeant, certains d'entre eux ont une existence locale qui est au-delà d'être un dirigeant d'entreprise. C'est-à-dire? C'est quelqu'un qui peut avoir une position dans différentes instances. D'accord. Certains peuvent être même, si je le dis de manière un peu caricaturale, sont un peu des barons. Ok. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont connus. C'est des gens qui sont connus pour avoir une responsabilité locale, Ok. en particulier pour les entreprises régionales qui ont une forte granularité. Je pense à tout le système mutualiste, par exemple, Ok. et qui permet d'avoir une résonance de l'activité auprès de ce qu'on appellerait aujourd'hui une cartographie des parties prenantes un peu élargie, c'est-à-dire D'accord. d'avoir un impact Pas aussi juste ses sur des collaborateurs, mais associations. c'est aussi ses clients, c'est aussi Il connaît ses clients, une partie de il connaît bien ses fournisseurs. Ok, ok. Et au-delà de la cartographie purement économique, il y a une cartographie culturelle ou associative ou administrative, le rapport aux écoles, le rapport aux institutions, les clubs de sport, etc. En fait, c'est la bonne échelle, je pense, pour l'économie régionale, de s'emparer de cette responsabilité qui est aussi une responsabilité sociale pour donner du sens à ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie régénérative. Je ne sais pas si elle existe ou si elle est un horizon d'attente, mais en tout cas, les entreprises et les organisations qui sont le plus proches de porter cette signification et cette mission un peu nouvelle, disons-le comme ça, d'élargissement au-delà du contexte purement économique, elle sera plus facilement faite par justement ces entreprises régionales par rapport à, je sais pas, des grandes entreprises internationales. Moi, je travaille notamment avec des grands groupes dans le domaine du luxe qui n'ont pas cet enracinement. Hein. Donc, et ça, c'est très intéressant parce que du coup, c'est un peu la vengeance du local et du régional. Ok. Il y a l'émergence quand même d'une échelle qui est à la fois une échelle psychologique, économique et sociale, qui est celle du mezzocosme, comme on le dit, c'est-à-dire non pas la micro-entreprise, non pas les immenses groupes qui sont associés à des grands établissements, mais voilà, l'intermédiaire, voilà, okay, dans lequel il y a ce vrai croisement entre l'économique, le sociétal, le culturel, la vie, okay, l'espace de vie, si je puis dire. Très clair. Donc du coup, comme on est bien d'accord depuis le début que tout groupe a besoin d'un leader. Exactement. Ok. Du coup, ça met effectivement là une pression particulière, on voit bien, sur les attentes autour de l'entreprise. Du coup, maintenant, c'est quoi les différents modèles de leadership, entre guillemets, que peuvent attendre les générations que vous avez finalement sondées? Moi, j'avais un peu naïvement la représentation de... On veut plus de quelque chose de très descendant, de très patriarcal. On veut quelque chose de très fratriarcal au sens des frères, là, quelque chose de très horizontal finalement. Et on en est où de ça? Alors ça, ça me paraissait très juste en tout cas, et c'est exactement l'hypothèse avec laquelle on a avancé. D'accord. On s'est dit, il est probable que le cadre global de la transformation du leadership tel qu'on va probablement le découvrir est celui de la transformation de la verticalité à l'horizontalité que tu évoques. Okay. Pourquoi ? Parce que ça fait 10 ans qu'on nous en parle et qu'on le remarque parfois. Dans les tout premiers résultats, on a vu quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'en réalité, c'est vrai, mais c'est vrai que pour une petite partie des gens qu'on a rencontrés. D'accord. Et c'est là où il faut sortir de l'échelle, on va dire, instantanée, pour expliquer la différence entre ceux qui se retrouvent dans un leadership, on va dire, traditionnel, un peu vertical, et ceux qui sont au contraire en aspiration pour quelque chose de plus partagé, plus horizontal. C'est parfois des gens qui ont fait les mêmes études, mais qui n'ont pas tout à fait le même parcours, et surtout qui ne sont pas issus des mêmes familles. Là, il y a une dimension un peu j'ose pas dire déterministe, mais en tout cas sur le plus long terme. Okay. De même qu'on a vu ça avec les conflits, hein, les différents conflits qu'il y a eu ces dernières années, pour comprendre la logique du sens de l'événement. On ne peut pas regarder la personne individuelle, il faut la réinscrire dans sa filiation. Et les gens qui sont les plus attachés à une horizontalité de l'entreprise, c'est ceux qui bénéficient d'un capital familial
qui leur apporte une espèce de maturité et une lecture sur ce que doit être l'entreprise, ce qu'ils vont chercher dans l'entreprise. Et pour le dire différemment, ceux dont les parents étaient déjà des étudiants qui avaient déjà travaillé dans des métiers de service et déjà dans des postes de management sont ceux qui ont le plus d'exigences. Ce sont les étudiants et les jeunes entrants qui ont le plus d'exigences à aller chercher de l'horizontalité. Okay. C'est ceux qui amènent et qui poussent l'entreprise à se transformer. Ceux qui qui recherchent quelque chose de, je n'ose pas dire nostalgique, mais quelque chose dont on pensait qu'il était fragilisé, alors qu'en fait, quantitativement, non, et qui se retrouvent dans un espace de confort, dans une logique qu'on pourrait dire, pas une logique martiale, là, non pas jusque-là, mais en tout cas une logique qui est plutôt dirigiste, plus verticale, avec un rapport de subordination qui est affirmé. Ces personnes-là sont des personnes dont le parcours montre que leurs parents n'étaient pas dans les mêmes positions et n'amenaient pas le même bagage universitaire ou d'école ou de. Et du coup, c'est des origines sociales qui étaient plutôt quoi? C'est des gens qui étaient des milieux plus populaires ou des gens qui n'étaient pas dans des métiers de service ou pas dans les mêmes entreprises, pas dans les mêmes structures d'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une transmission et ceux qui, les enfants des personnes, c'est vraiment une logique de transmission, là. Là, il y a une logique au sens presque bourdieuien du terme, il y avait une logique de capital familial, de capital social. Les gens rentrent dans une entreprise avec déjà une idée de ce qu'ils veulent voir, de ce qu'ils veulent plus voir, là où les autres sont beaucoup plus traditionalistes dans leur manière de faire et comme ils n'ont pas de référent transmis, à ce moment-là, ils vont aller chercher quelque chose qui, en plus, dans une entreprise plus verticale, il y a, dans une société qui doute, dans une société illisible, dans une société qui parfois a peur, on a une expression beaucoup plus facile de ce que doit être le travail, de ce que doit être la relation, de ce que doit être quelque chose qui est plus traditionnel, mais qui est plus affirmé, qui est plus marqué, qui est plus lisible et sur lequel les jeunes dont on parle sont plus facilement, disons, en accord, quoi. Donc, si je résume, on a effectivement la différence que tu évoquais, hein, verticalité, horizontalité. Elle continue à exister. Il continue d'exister. Elle n'est pas attendue par les mêmes populations. Elle n'est pas attendue par les mêmes populations. Serait pas une question d'âge entre guillemets, mais serait plutôt dans une même tranche d'âge, en fonction d'une forme d'origine sociale ou en tout cas de capital familial. C'est ça qui structurait le niveau d'attente. Surprenant. Exactement. Enfin, surprenant. Oui et non. On y trouve une logique, mais en réalité, ce qui est très étonnant aussi, l'un des chiffres, l'une des conclusions de l'étude, c'est de montrer par exemple que spontanément et de manière globale, les jeunes d'aujourd'hui, indépendamment de tout ce qu'on vient de dire, se reconnaissent assez peu dans les incarnations des grands patrons des entreprises d'aujourd'hui. Oui, il n'y a pas un plébiscite sur le... J'ai d'ailleurs compris de l'étude qu'en fait, c'est surtout par la négative qu'ils se reconnaissaient dans des modèles de patrons qui... c'est ça? Exactement. Okay. Donc, on a vu des choses étonnantes parce que, par exemple, on a vu quand on a demandé à des figures... Alors, il y avait, comme on dit, en spontané, en assisté, quelles sont les personnes avec lesquelles vous vous sentiriez, disons, en accord pour pouvoir rentrer dans une organisation, une entreprise, etc. Sans que ce soit exclusivement des patrons, des figures, y compris de la pop culture, etc. On a eu quand même le général de Gaulle qui ressurgit. Donc, comme étant un personnage charismatique qui sait où il va, etc. Alors, qui aurait dit ça encore dans un moment où tout le monde parle d'horizontalité, etc. On a eu aussi des Harry Potter et des gens comme ça. Mais ce qui veut dire qu'en réalité, les figures d'adhésion des jeunes auprès d'un leader sont globalement des gens qui ne sont pas patrons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le leadership tel qu'il est exprimé aujourd'hui, il n'embrasse pas la totalité de la jeunesse. Ça veut dire qu'il y a encore un décalage quand même entre le mode de leadership des entreprises et les aspirations de cette jeunesse, indépendamment des différences qu'on a évoquées. Donc un dirigeant, il doit comprendre que, dans son entreprise, il va y avoir plusieurs modèles et plusieurs niveaux d'attente. Donc, en l'occurrence, il ne pourra pas, de toute manière, répondre aux attentes, finalement, de tout le monde. Il va bien falloir qu'il construise son propre modèle aussi avec ce qu'il est. C'est ça. 2, ça veut dire que où est-ce qu'il doit finalement mettre le curseur entre tu vas l'expliquer, mais cette notion entre quelque chose de l'ordre de la guidance, de dire je donne effectivement une vision, et quelque chose qui est plus de l'ordre de l'enveloppement, où effectivement j'accompagne les gens, je les aide à se développer, etc. Est-ce qu'on a une lecture un peu sur il doit faire, je comprends bien, l'un et l'autre,
Dans quelle proportion? Comment est-ce qu'il s'équilibre avec ça? Alors, ce que tu dis est important parce qu'en réalité, c'est ces deux qualités qui sont quand même plébiscitées par les jeunes quand on dit qu'est-ce que c'est que le leadership, et où il y a effectivement l'expression d'abord effectivement de la vision, hein. Et là, on retombe dans tout. Il y a tout un imaginaire occidental sur l'idée du celui qui voit l'homme providentiel, le prophète, etc., etc. L'idée d'anticipation de l'avenir. Ok. D'autant plus, je le disais tout à l'heure, dans un monde qui est brouillé, hein. Ok. Le mythe du progrès étant un peu chahuté, celui qui arrive à dire moi je vous propose d'aller dans cette direction-là et dans 10 ans on fera ça, quelqu'un qui est capable de dire ça suscite une adhésion. D'accord. Il y a une autre type de qualité qui est plébiscitée par les jeunes, c'est non seulement l'idée de voir loin, mais l'idée de soigner le collectif. Et c'est ce qu'on a appelé effectivement l'enveloppement, c'est-à-dire la capacité, indépendamment de ce qu'il faut faire, de soigner une qualité relationnelle et qui est parfois presque paradoxale parce que on dit que ceux qui ont une capacité de vision voient le futur et ceux qui ont une capacité d'enveloppement Voient le présent et surtout soignent le présent. Et ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure sur les dynamiques que tu as identifiées de ton côté. Il y a une redécouverte de l'expérience même du travail. C'est intéressant de parler d'expérience parce que pour ma génération, moi j'ai plus de 50 ans, quand on parle d'expérience, on parle d'une durée. Oui. Et pour les jeunes générations, quand on parle d'une expérience, c'est une expérience ponctuelle. Je vais faire l'expérience de quelque chose, oui. Je vais essayer quelque chose. Quand on me parle de mon expérience professionnelle, moi je parlerais de, des 20 ans que j'ai fait pour chez Eranos. Mais ça veut dire que déjà on n'est pas dans les mêmes référents, dans le même imaginaire. Et donc cette capacité aujourd'hui à occuper le présent, faute d'avenir, on vient réhabiter le présent. Moi j'ai un vieux maître qui avait guidé ma thèse à l'époque, qui avait écrit un livre qui s'appelle La conquête du présent. Il avait senti déjà à l'époque que par rapport à l'idée de ce qu'on appelle le report de jouissance, c'est-à-dire de se projeter pour le sacrifice du présent pour accéder à l'avenir, qui est une vieille stratégie un peu à la fois marxiste, judéo-chrétienne, etc., enfin qui est très présent chez nous. En lieu et place de tout ça, il y a une conception plus orientaliste, on va dire, d'essayer de retrouver le ici et maintenant. Voilà. Et aujourd'hui, alors c'est encombrant ça pour notre éthique du travail, mais ça permet et ça a accompagné, je crois, depuis une dizaine d'années, l'aménagement du travail, l'organisation du travail, les locaux, par exemple, hein, dont on parle beaucoup en ce moment avec ces questionnements sur le télétravail, sur qu'est-ce que c'est que cette expérience qu'un collaborateur veut offrir à ses salariés, quand il n'y a pas de vision très longue, quand on ne sait pas où on sera dans 5 ans, et ce qui est pas mal, c'est d'offrir une expérience ici et maintenant de qualité relationnelle, c'est-à-dire de qualité managériale, hein, de pacte managérial fort. On ne sait pas où on va, mais on sait qu'on est là maintenant et que c'est déjà pas mal de s'enraciner dans le lieu. En fait. Voilà. Donc, en gros, ça veut dire que s'il y a un dirigeant de PME, un manager intermédiaire qui nous écoute, faut qu'il ait... moi, j'ai souvent tendance à dire, entre management et leadership, il faut qu'il fasse la distinction entre temps court, temps long, par exemple. Globalement, là, faut qu'ils prennent l'habitude, tous ces dirigeants-là, de jouer, entre guillemets, sur les deux tableaux. C'est-à-dire à la fois d'être capable de produire une vision qui va permettre de dire où on va, comment est-ce qu'on avance. Dans un autre épisode, on parlait avec Olivier Lagré de comment est-ce qu'on pose finalement un cadre et que le cadre doit effectivement être discuté. Donc ça me paraît assez cohérent. Mais qu'en même temps, il doit être dans une logique d'enveloppement au sens de prendre soin du présent et prendre soin du collectif. C'est exactement ça. C'est-à-dire que dans l'étude et il y a un document qui est en ligne d'ailleurs, il y a une espèce de boussole qui permet de trouver sa culture de leadership. Et il y a un axe horizontal que tu as évoqué tout à l'heure, qui va de la vision vers l'enveloppement, donc du développement vers l'enveloppement, c'est comme ça qu'on l'a dit. Et donc on met un peu plus de vision, un peu plus d'enveloppement. En fait, on choisit. En fait, il y a des entreprises qui sont notamment dans le domaine de l'immobilier, par exemple dans le domaine bancaire, qui ont de toute manière par leur culture de métier, une volonté de verbalisation de ce que sera l'avenir. Il y a d'autres activités dans le métier de service sur lesquelles il faut savoir comment vivre le présent, comment habiter le présent. Donc, on peut trouver des logiques de leadership qui collent à cette culture-là. Et ensuite, il y a un axe vertical qui fait que on peut organiser ce leadership soit de manière très rationnelle, en faisant de l'organisation, en découpant les choses, etc., soit au contraire de manière très affective, en jouant sur le lien entre les personnes. Voilà. Et dans cette logique-là, on a réussi globalement à placer un certain nombre d'entreprises contemporaines. Cette boussole est sur le site. Elle est sur le site. Ok, ouais, donc on mettra le lien dans les descriptions pour que les gens aillent voir.
Et donc, on peut se faire... Effectivement, c'est un espèce de cocktail. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de gens qui sont des leaders froids. Parce qu'un leader ne peut pas être un leader tout seul. Hein. Ok. Un leader qui est tout seul, c'est pas un leader. Parce que s'il n'est pas suivi, hein, c'est une des conclusions aussi de l'enquête. C'est-à-dire que la qualité du leadership, elle est reconnue par l'expérience du followership. C'est-à-dire qu'un leader qui n'est pas suivi, c'est pas un bon leader. Quand bien même il soit le meilleur dans son coin et qu'il ait bonnes idées, qu'il ait vu le futur, si personne ne le suit, ça marche pas. Et indépendamment, et d'un autre côté, c'est exactement la même chose. Quelqu'un qui soigne ses équipes, mais qui n'arrive pas à les projeter, voilà, à bout d'un moment, il y a une saturation. Voilà. Donc c'est un assemblage des deux. Et en réalité, ça tombe sous le sens hein, quand on se le dit. Hein. Ça paraît évident. Là, c'est des choses qui ont été, qui est la synthèse de ce qui a été véritablement exprimé hein, par ces 1000 jeunes. Mais en réalité, on se rend compte que oui, ça correspond à des catégories mentales qui nous semblent tout à fait logiques. Il y a une dernière question peut-être que j'avais pour toi. C'est quoi la place d'une forme de leadership collectif dans tout ça? C'est-à-dire, est-ce que finalement, je travaille dans pas mal d'organisations dans lesquelles ça va être des structures de 50, 60 personnes où en fait le leadership il est partagé entre 2-3 dirigeants qui co-dirigent entre guillemets la structure. Dans l'étude, je lisais que finalement une partie des gens se reconnaissent presque plus dans des leaders autour de la pop culture justement et que les modèles de leadership étaient plus ça et que c'était souvent des modèles qui étaient plutôt collectifs d'une équipe finalement qui gagne plutôt qu'un individu. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire là-dessus qui pourrait guider les managers là-dessus justement? Alors ça, c'est très important parce que ta question est juste. Poser cette question-là, c'est reconnaître une chose qui est une idée reçue, qui est considérer que le leadership est globalement une capacité individuelle. Une sorte d'attribut psychologique comme ça. Il y aurait des gens qui auraient un leader, qui seraient leader spontané, d'autres qui l'auraient moins, etc. En réalité, alors c'est un tout petit peu vrai, mais l'essentiel du leadership, il vient pas d'une capacité individuelle, mais il vient d'une systémique sociale. Il vient d'un espace, en fait. Tant et si bien que un même leader ou une personne qui aurait un certain degré de leadership naturel pourrait éventuellement se faire coacher pour développer un peu la chose, très bien. Sauf que empiriquement, on voit que cette personne-là n'a pas le même impact en fonction des situations. Et c'est drôle parce qu'on a fait, juste avant ce travail, on avait fait une étude sur la confiance en soi chez les femmes, un énorme programme sur 10 pays dans le monde, sur lequel on avait été voir qu'est-ce que c'est, comment définir la confiance en soi chez les femmes et comment ça se déploie. Et en fait, c'était assez convergent, puisqu'en fait, la confiance en soi, c'est pas seulement un attribut, qualité psychologique, on va dire comme ça, qualité de caractère, mais c'est une capacité d'interaction. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui vont inhiber la confiance en soi, comme il y avait des situations qui vont élargir ou faciliter la confiance en soi. Et c'est pareil pour le leadership. C'est pour ça que ta question est bonne, c'est-à-dire que dépassons l'idée que, même si c'est vrai un petit peu, mais c'est pas suffisant, qu'on a une partie de leadership en soi. En réalité, le problème du leadership, c'est pas quelque chose qui peut être réglé avec un coach auprès de quelqu'un, c'est une construction collective. Et c'est là où il y a une responsabilité à la fois du dirigeant pour faire exister cette culture du leadership, une organisation qui permet de déployer ce leadership, mais également des relais, une verbalisation, un récit, des objets, des interfaces, etc., etc. Tout ce qui fait la culture de l'organisation d'une entreprise. Et qui voudrait dire que, en réalité, le leadership, c'est quelque chose qui peut circuler, ça peut être un rôle, ça peut être un collectif, et en tout cas, ça n'est pas seulement une qualité individuelle. Voilà. Et il y a ça, alors très modestement, c'est ce qu'on fait dans mon entreprise, on est 15, donc c'est quand même pas très gros, mais de temps en temps, il y a un lead, donc parfois, il y a une charge qui est, par exemple, autour de, disons, je sais pas, la communication, un projet ou une mission interne, etc., qui incombe à quelqu'un. Et pendant 6-8 mois, il va avoir la charge de cette chose-là. Il va construire avec d'autres et va faire exister le phénomène, exister la mission. Voilà. Donc, il prend du leadership temporaire sur un sujet donné. Voilà. Et il ne le prend que dans la mesure où, bien sûr, il a une énergie pour le faire, parce qu'en général, on y va au volontariat, mais aussi ou surtout où, collectivement, il y a un récit qui dit, bah voilà, l'organisation, c'est à un moment donné, il y a quelqu'un qui va prendre en charge cette mission. Et donc, c'est augmenté, si je puis dire, son leadership est augmenté par la volonté de chacun de lui donner de la place pour lui permettre de le faire et de lui faciliter la chose. Et c'est le coup de la prophétie autoréalisatrice. Quand tout le monde pense que c'est toi qui vas structurer ce projet, à ce moment-là, tout le monde facilite la chose et d'un seul coup, ça t'ouvre les portes et ça te déploie un tapis rouge, ou en tout cas, ça t'enlève les bâtons dans les roues et ça vient désinhiber peut-être chez toi des potentiels qui étaient là, mais qui avaient besoin d'être facilités, etc., etc. Donc, 1 + 1 = 3.
Donc c'est pour ça qu'il faut désindividualiser la question du leadership et la déplacer vers et un récit et une volonté collective et bien sûr un coup de baguette magique de quelqu'un qui serait peut-être le dirigeant, ou en tout cas il y a un point de départ comme ça qui est aussi important, quoi. Donc si j'essaye de synthétiser un peu notre échange, Tu fais bien. C'est quand même beaucoup plus compliqué parce qu'il y a une pluralité de modèles de leadership qui existent. C'est ça. Et que forcément ça a un peu bougé, ça pouvait être surprenant et on n'est plus dans, comme avant, un truc très descendant, ni comme quelque part entre les deux où on aurait cru à quelque chose d'horizontal. Il y a besoin d'un bout des deux dans des proportions différentes qu'on peut pas connaître, qui est spécifique à chacune des organisations en fonction du parcours des gens qui en font partie. C'est beaucoup. Donc là, si je me mets à la place d'un dirigeant, je dis, oulala, c'est compliqué, et puis je mets sur pause le podcast et je vais faire autre chose, c'est trop compliqué. 2, finalement, dans le modèle de leadership, le dirigeant, il va falloir qu'il agisse à plusieurs niveaux, et notamment qu'il se pose la question et de la vision, C'est ça. qu'il alterne ou qu'il équilibre une logique de vision et une logique donc plutôt tournée vers le futur, vers où on va, et une logique de comment est-ce que je prends soin du collectif et du futur avec ceux qui veulent creuser. Il y a beaucoup de choses qui sont racontées dans l'étude autour justement de tous les gisements finalement qui existent à l'intérieur du collectif qu'on n'a pas le temps de traiter aujourd'hui, mais voilà, faut pas hésiter à aller regarder l'étude et à écouter d'autres vidéos que tu as pu faire sur le sujet. Donc, il va falloir ce dirigeant qu'il équilibre effectivement les deux, donner de la vision et prendre soin du collectif futur, présent. Là, c'est pareil, il remet pas sur play, là, il laisse le podcast et il dit c'est trop compliqué, ça va trop loin. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, le modèle de leadership distribué, c'est-à-dire qui fait que il est pas obligé de faire ça tout seul. Il peut embarquer d'autres gens avec des rôles tournants et être dans quelque chose de plus collectif pour effectivement tenir tout ça. Moi, je pense que si on suit ce qu'on vient de dire ensemble, on peut considérer que ça décharge en partie une responsabilité et que ça allège un tout petit peu la charge et sur le dirigeant et sur les managers. Et ça nécessite... Et ça responsabilise les équipes aussi. Et ça responsabilise les équipes aussi. Je pense que... Et nous, on le voit, on fait pas mal chez Eranos de projets de transformation où le sens de la transformation consiste d'abord à essayer de prendre de la hauteur et de savoir quel est globalement le moment social, le moment historique dans lequel se place l'entreprise. Okay. Son histoire régionale, ce qui se passait il y a 20 ans, etc. Ou même quel est le contexte sociétal de la chose. On vient de l'extérieur. Ensuite, on essaye on passe par une étape qui s'appelle culture et valeurs, c'est-à-dire qu'on essaye de savoir finalement quel est le récit, y compris le récit non dit de l'entreprise. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Quels sont voilà, c'est une espèce d'auscultation. Et là, on n'est pas encore passé à l'acte. Hein. Et après, une fois qu'on a tout ça, une fois qu'on a cette vaste cartographie, c'est beaucoup plus simple, un peu comme des acupuncteurs, de pouvoir poser une aiguille uniquement là où ça a du sens et d'agir en pertinence. Sinon, c'est épuisant, la transformation. Et là, une fois qu'on connaît le moment social, la raison pour laquelle il peut y avoir cette résistance chez les jeunes, le moment pour lequel il peut y avoir, je me souviens ça me vient d'un seul coup là, un projet pour une grande banque française qui n'arrivait pas à avancer, qui était bloqué dans son projet de transformation, et on avait fait une espèce d'auscultation, et on s'était rendu compte qu'en fait il y avait des valeurs qui étaient exprimées mais qui n'étaient pas vécues, donc des valeurs incantatoires. Il y a des valeurs qui étaient exprimées, qui étaient vécues mais elles étaient marginales, et puis il y avait des valeurs dont personne parlait et qui étaient pourtant bien là, c'était les fantômes. Et une fois qu'on a fait cette cartographie, on est allé travailler sur les valeurs qui étaient et vécues et partagées par tout le monde et portées par la direction de l'entreprise. Donc on a commencé par trouver une fondation qui était commune à tout le monde. Et là, c'est beaucoup plus simple. Parce que quand vous avez des entreprises, et c'est souvent le cas dans les entreprises qu'on rencontre, nous, des gens qui sont épuisés d'avoir eu 15 000 projets avec ce truc un peu incantatoire qui finit par être épuisant parce que le chose n'advient pas. En fait, ce qu'on recherche en allant faire cette introspection, cette écoute-là, c'est de trouver le principe de réalité de l'entreprise. Une fois qu'on a découvert la pondération qui est la réalité de l'entreprise, à ce moment-là, des mots très simples ont un écho. Quand on réconcilie les mots et les choses, ça permet de reconstruire du lien, de reconstruire de l'écoute, de reconstruire du feedback, de refaire circuler une parole, plutôt que d'aller attaquer des moulins c'est épuisant. C'est pour ça que ça peut paraître étrange de commencer par là, mais de faire cette espèce d'introspection, ce moment historique,
cette cartographie un peu alors, je dirais des parties prenantes, mais surtout de qui fait quoi et d'état des lieux. Après, ça permet de savoir, de manière d'abord minuscule et d'élargir, la transformation se fait par les gens qui sont actifs et qui sont vraiment, qui incarnent quelque chose, en fait. Très clair. Merci infiniment. Avec plaisir. Merci de cet échange. Merci beaucoup à toi de nous avoir livré tout ça. J'invite tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent à pas hésiter à aller sur le site d'Eranos et d'aller consulter l'intégralité de la restitution de l'étude. Il y a plein de choses passionnantes, dont certaines qu'on n'a pas eu l'occasion de traiter aujourd'hui. Merci aux équipes du Coq de nous avoir reçus aujourd'hui dans cet univers. C'était un studio plutôt sympathique. Ouais, c'est un bel hôtel. Et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous à très bientôt dans un nouvel épisode du Coup de Bigot. À bientôt. Merci d'avoir écouté et visionné ce podcast. S'il vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner. Et vous pouvez également mettre une note 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Si vous rencontrez vous aussi une situation managériale sur laquelle vous souhaitez un regard nouveau, n'hésitez pas à me laisser un message sur LinkedIn ou sur Instagram et j'aurai le plaisir de vous recevoir dans les mêmes conditions dans le podcast pour l'analyser ensemble et le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.